L'histoire politique d'Haïti est faite de trois verrous qu'on oppose à la masse. Le verrou politique, le verrou de l'avoir et le verrou du savoir. Car, comme l'avait constaté depuis plus d'un siècle le docteur Édouard Despestre, et je cite, « Haïti est coupé en deux. D'une part, une aristocratie verbeuse, d'autre part, le peuple, taillable et corvéable à merci, inculte, ou qu'on voudrait limiter aux primaires. Parce que, dit-on, si les paysans arrivaient à avoir l'instruction, ils disputeraient les fonctions aux citadins. » Jean Fils-Aimé, Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée, et si l'on recommençait, page 85. Vidéo et montage Technical Foul Production, microphone Jean Fils-Aimé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? Nous vous remercions d'être à l'écoute semaine après semaine de cette émission et à chaque semaine, nous nous efforçons de projeter un nouvel éclairage sur cette actualité haïtienne qui n'arrête pas de bouger. Cette semaine, comme par hasard, l'actualité a encore évolué à partir du 7, n'est-ce pas, janvier dernier, qui a marqué le 6e mois depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous allons voir ce qui a bougé, comment comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on nous prépare, car c'est une mise en scène qu'on nous fait. C'est une affaire dans l'affaire, c'est une affaire dans l'affaire à chaque fois, en sorte que plusieurs affaires dans l'affaire risquent, n'est-ce pas, de noyer le poisson. Et nous allons, dans un deuxième temps, analyser ce nouvel accord qui semble avoir été trouvé cette semaine entre les signataires de Montana, de l'accord de Montana, et les signataires du PEN. Donc je vais vous émettre mon opinion, puisque tout le monde applaudit cet accord. On va voir ce qu'il y a dedans, puisque, comme disent, n'est-ce pas, les anglophones, eh bien le diable se trouve généralement dans les détails. Et vers la fin de l'émission, nous nous poserons une question fondamentale à laquelle il nous faudra répondre dans ce contexte de transition. À quoi sert le Sénat haïtien? Puisque cette semaine aussi, il y a eu un débat plus ou moins houleux dans les sphères politiques. Est-ce que le mandat des 10 sénateurs haïtiens a pris fin le premier ou le deuxième lundi du mois de janvier? Ou est-ce que ce mandat-là expire, n'est-ce pas, en 2023? Donc, il faut poser une question plus fondamentale encore. À quoi sert le Sénat haïtien? Et je viendrai avec des chiffres pour vous éclairer quant au coût du Sénat aux contribuables. Restez là, on va se dire les vraies choses comme à chaque dimanche. Eh bien, restez branchés, prenez votre tasse de thé, votre tasse de café, votre tasse de chocolat chaud. Je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir.
À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets, allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Eh bien, l'actualité cette semaine a été marquée, pas plus tard que le 7 janvier dernier, donc jour pour jour, 6 mois, jour pour jour, par l'arrestation de Rudolf Jarre, n'est-ce pas, en République dominicaine. Vous savez, en histoire, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des mises en scène. En politique aussi, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des synchronisations, il n'y a que des synchronicités. Vous notez que, tandis que tous ceux qui s'intéressent à l'enquête se disent, mais après 6 mois, quel progrès véritable, n'est-ce pas, cette enquête a-t-elle enregistré? Et puis tout à coup, en une semaine, on nous sort 2 grosses nouvelles. La première nouvelle que nous avions analysée, c'était l'arrestation ou la reddition par lui-même de Antonio Palacios aux autorités américaines. Et dans la même semaine, grosse nouvelle, et cette fois-ci, jour pour jour, n'est-ce pas, 7 juillet pour 7 janvier, donc exactement 6 mois depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, on nous sort une autre nouvelle, à savoir, on a arrêté l'un des gros cerveaux, n'est-ce pas, de ce complot qui a conduit à l'assassinat du président Jovenel Moïse, Rudolf Jarre. Ne vous laissez plus traiter en enfant. Jovenel a été assassiné un 7 juillet et puis on arrête Rudolf Jarre un 7 janvier comme si on voulait nous donner un petit bonbon 6 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse pour nous dire, écoutez, ne vous énervez pas trop, l'enquête progresse, circulez, plus rien à dire. Ce que on oublie, ou ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Rudolf Jarre était encore à Port-au-Prince dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Jovenel Moïse, et ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux et écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque Rudolf Jarre devait laisser Haïti par avion, s'il vous plaît, ce sont des policiers haïtiens qui l'ont escorté, je n'ai pas dit arrêté, qui l'ont escorté tel un VIP vers l'aéroport, d'où il a pris l'avion tranquillement vers un pays étranger. Ce même Rudolf Jarre a pu laisser Haïti, protégé par la police haïtienne, et quelques heures après qu'il a laissé Haïti, protégé par la police haïtienne, cette même police haïtienne, alors sous la direction de Léon Charles, a émis un mandat d'arrêt international contre Rudolf Jarre. Et je vais vous surprendre encore. Ce Rudolf Jarre a pu se rendre en Haïti entre-temps. Apparemment, il aurait passé les fêtes de fin d'année et les fêtes du jour de l'an avec sa famille en Haïti. Et puis tout à coup,
7 janvier, soit 6 mois, jour pour jour après l'assassinat, on l'arrête en République voisine. Bon Dieu, les amis, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train tout simplement de suivre un script à chaque 6 mois, chaque 3 mois, jour pour jour, on va arrêter un petit poisson qu'on aurait dû déjà arrêter et on va nous le présenter comme un gros cerveau du complot. Et à chaque fois qu'on nous fait ça, nous devons nous dire, chaque arrestation cache une véritable personne responsable à laquelle on ne veut pas remonter. Qui est ce Rudolph Jarre? Son nom circulait déjà. Si vous suivez à la fois un article qui a paru cette semaine dans les colonnes du journal Le Nouvelliste, et surtout si vous lisez les rapports, n'est-ce pas, d'enquête, les rapports judiciaires qui ont été produits ces dernières semaines sur lui, eh bien, ce Rudolph Jarre, c'est un trafiquant de drogue qui a été arrêté déjà par les autorités américaines, en particulier par la DEA, pour avoir contribué à importer des tonnes de cocaïne en République dominicaine, pardon, des tonnes de cocaïne aux États-Unis. Il a été arrêté, il a fait de la prison et, comme ça arrive souvent, n'est-ce pas, on a négocié avec lui, la DEA a négocié avec lui tandis qu'il était en prison et désormais il travaillait pour la DEA comme un informateur, ce qu'on appelle dans ce langage-là, dans ce milieu-là, des snitch. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de cette formule-là? Un snitch, c'est souvent un ancien dealer de drogue, un repris de justice, quelqu'un qui a déjà fait de la prison et qu'on veut utiliser, n'est-ce pas, puisqu'il a déjà travaillé à l'intérieur des cartels de drogue pour fournir des informations, n'est-ce pas, à la DEA. Donc un snitch, c'est quelqu'un qui va avoir, si vous voulez, le double statut. Il demeure trafiquant de drogue, parce que il faut qu'il retourne dans les cartels de drogue pour avoir les vraies informations, pour avoir les vrais noms, mais en même temps, il travaille soi-disant pour la DEA puisqu'il fournit des informations de première main, des informations internes à la DEA. Ça, c'est important. Parce que même les autorités américaines reconnaissent que Rudolph Jarre travaille pour elle comme informateur. Vous vous souvenez? Lorsqu'on est entré dans la résidence privée du président Jovenel Moïse, les gens portaient, n'est-ce pas, un uniforme de la DEA. Ils utilisaient, n'est-ce pas, cette espèce de mégaphone, ce mégaphone pour dire aux policiers qui devaient assurer la sécurité du président Jovenel Moïse, ne tirez pas, nous travaillons pour la DEA, nous sommes en mission pour la DEA et nous sommes tout simplement venus arrêter le président. Et dans sa déposition, dans ses déclarations de M. Rudolph Jarre, il a dit un certain nombre de choses auxquelles je voudrais revenir. D'abord, la première chose qu'il a dite, c'est qu'il reconnaît avoir contribué à hauteur de 120 000 $ américains dans cette saga qui a conduit à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il n'est pas seul, puisque, comme on le sait, c'est une opération qui a coûté près de 60 millions de $. Il dit, oui, moi, j'ai contribué à hauteur de 120 000 $ américains. Son travail, disait-il, consistait à aller, n'est-ce pas, chercher les Colombiens à l'aéroport, à en recruter quelques-uns, à les loger, tandis qu'ils étaient à Port-au-Prince, à leur fournir des véhicules. Donc, il a payé pour la location des véhicules et son travail consistait aussi à coordonner avec un autre cerveau de ce complot, un certain Félix Baggio, qui est lui aussi, n'est-ce pas, recherché par la police et dont on sait qu'il est en contact avec le Premier ministre actuel, puisque ces deux-là, le Premier ministre Ariel Henry et Félix Baggio, se sont vus à Port-au-Prince au moins 2 fois au mois d'octobre dernier. On va parler de cela. Donc, vous voyez que c'est un imbroglio, ce sont des mensonges qu'on nous raconte, n'est-ce pas? Il n'y a pas une volonté politique réelle de faire la lumière, ni de régler, n'est-ce pas, cette affaire sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Et là, on a demandé
à Rudolf Jarre pourquoi a-t-il accepté de faire partie d'un tel complot. Écoutez bien sa réponse. Il dit qu'il a accepté de faire partie d'un tel complot parce qu'il avait l'assurance que les autorités américaines avaient donné leur accord pour ce complot. Et je vais vous parler d'une certaine ambassadrice qui s'est compromise dans une déclaration dont on publie le lien de la vidéo dans le descriptif de cette émission. Et si vous parlez l'anglais, je vous inviterai à aller entendre cette ambassadrice qui répond aux questions, n'est-ce pas, du comité sur les affaires étrangères de la Chambre des représentants du Congrès américain. Pas plus tard, n'est-ce pas, dans les semaines qui ont précédé l'assassinat de Jovenel Moïse, et elle a fait des déclarations qui coïncident avec ce que Rudolf Jarre a dit. Rudolf Jarre a dit, écoutez, moi, oui, je suis un trafiquant de drogue, mais je travaille aussi comme informateur, comme snitch pour la DIA, et je n'aurais pas embarqué dans cette opération si on avait la garantie d'avoir la complicité des États-Unis. Vous vous souvenez que je vous avais dit, et je continue à vous le dire, depuis le 7 juillet dernier, qu'une telle opération n'aurait jamais eu lieu si les États-Unis n'avaient donné leur accord, si le département d'État, si l'ambassade américaine n'avait donné, n'est-ce pas, son accord. Mais je connais aussi les Haïtiens, pour en être un moi-même. Je connais les hommes politiques haïtiens. Je connais, n'est-ce pas, les gens qui sont impliqués dans ces genres de choses-là. Ils n'auraient jamais levé le petit doigt en vue de faire assassiner un président haïtien s'ils n'avaient la garantie tacite ou explicite que les Américains étaient derrière eux. Le meilleur exemple que j'ai déjà partagé avec vous dans l'histoire politique récente d'Haïti, au cours des années 90, il y a un militaire, n'est-ce pas, qui était au pouvoir et qui a subi, n'est-ce pas, un putsch, qui a subi un coup d'État de la part d'un jeune colonel. Le coup d'État avait réussi jusqu'à ce qu'il fasse un téléphone à l'ambassade américaine pour dire, écoutez, ça y est, notre coup a réussi, on a mis, n'est-ce pas, aux arrêts le président qui était jusque-là aux commandes. Et l'ambassade américaine de répondre, comment avez-vous osé faire cela, je paraphrase, sans avoir notre accord? Et dès que ce colonel a compris qu'il n'avait pas l'accord de l'ambassade américaine, et bien ce qu'il a fait, il a pris ses jambes à son cou et celui qui venait de subir le coup d'État a été, le temps de le dire, rétabli dans ses fonctions parce que l'ambassade américaine n'avait pas donné son accord à ce coup d'État. Donc retenez bien ceci, dans les pays noirs, un coup d'État marche lorsque le pays tuteur l'approuve. Dans les pays africains, pour qu'un coup d'État marche, la France doit donner son avis. Mais bien sûr que le Quai d'Orsay va continuer à condamner, etc. Mais vous allez voir, si ce militaire reste au pouvoir, c'est parce que, d'une certaine manière, il y a un accord entre le Quai d'Orsay, entre l'Élysée, n'est-ce pas, et ce militaire-là. Eh bien, en Haïti, il ne s'agit pas de la France, il s'agit exclusivement des États-Unis pour qu'un coup marche, coup d'État ou assassinat ou bien renversement d'un pouvoir légitime, pour que ça marche, les États-Unis doivent soit chapeauter tout cela ou donner implicitement, n'est-ce pas, leur accord. Et c'est ce que Jarre dit. Répondant aux questions, Jarre dit, moi j'ai accepté de m'impliquer là-dedans parce que j'avais la certitude que les États-Unis, n'est-ce pas, avaient donné leur accord. Et pour prouver ses dires, il ajoute mon associé dans cette affaire, c'est Félix Baggio, qui lui-même devait surveiller les allées et venues du président, qui lui-même devait travailler à la mise en place d'un nouveau gouvernement dont le premier ministre actuel, Ariel Henry, et le nom d'Ariel Henry est nommément cité. Et lorsqu'on lui a posé la question, mais quel est le rapport entre Félix Baggio et Ariel Henry? Eh bien, là encore, Rudolf Jarre, n'est-ce pas, ne fait pas de mystère. Il dit que Baggio lui a dit qu'il a le contrôle du PM, qu'il a le contrôle d'Ariel Henry et que tout sera sous contrôle dès que le rat
aurait été abattu. Et c'est le code. Si bien que lorsque le président a été abattu, celui qui l'a abattu dans sa chambre privée a passé un téléphone à Baggio pour dire que le rat a été abattu. Donc, le président a été assassiné. Donc, retenons bien, Rudolf Jarre dit j'ai cotisé à hauteur de 120 000 dans cette affaire. Je l'ai fait parce que, en tant qu'employé de la DIA, j'avais la certitude que les États-Unis avaient donné leur complicité, et j'ai fait ça avec Félix Baggio, qui lui-même m'a dit que tout était sous contrôle, puisqu'il avait le contrôle du PM Ariel Henry, qui est encore en place par les États-Unis. Et lorsqu'on a demandé à Rudolf Jarre, mais qu'est-ce qu'il reproche au président Jovenel Moïse? Il a dit en créole, président devine fréquent. Le président était devenu trop arrogant. Vous entendez un dealer de drogue? Un dealer de drogue, quelqu'un qui a fait de la prison, quelqu'un qui ne paie pas de mine, quelqu'un qui n'a pas du tout de réputation, n'est-ce pas, auprès des gens de bien dans ce pays, parce qu'il avait des entrées, des sorties dans les cercles ou bien dans les avenues du pouvoir par Michel Martelly. Rudolf Jarre menait large, n'est-ce pas, depuis le gouvernement de Michel Martelly. Il estime que le président Jovenel Moïse était devenu arrogant. Pour quelle raison? Parce que Jovenel Moïse était sur le point de reprendre à ces gens-là, les dealers de drogue qui le fréquentaient, ou des membres de l'oligarchie, n'est-ce pas, qui faisaient entrer de la marchandise au pays sans inspection douanière. Eh bien, Jovenel Moïse commençait à secouer, n'est-ce pas, les colonnes de ces temples-là. Et Rudolf Jarre a dit que président devine fréquent, le président était devenu trop arrogant, il fallait l'abattre. Vous notez comment Haïti a été et est encore. Et depuis 2004, depuis 2004, Haïti est un narco-État. Les politiciens que vous voyez, que ce soit au Sénat, que ce soit, n'est-ce pas, à la Chambre des députés, que ce soit dans les divers ministères ou que ce soit au Palais national, ce sont au fait des employés, des dealers de drogue, ce sont au fait des employés des oligarques. L'économiste Fritz Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, le dit dans un livre qu'il vous faut lire, Haïti, une économie de violence. Depuis 2004, n'est-ce pas, la donne a changé en Haïti. Juste avant 2004, les oligarques, n'est-ce pas, obtenaient ou négociaient avec les politiciens pour obtenir d'eux des faveurs. Franchise douanière, monopole, oligopole, etc. Mais depuis 2004, la donne a changé. C'est eux qui contrôlent Haïti avec les trafiquants de drogue. Au fait, ils placent dans les directions des ministères, ils placent dans les douanes, ils placent à la Chambre des députés ou au Sénat, n'est-ce pas, ou dans les ministères, ou même au Palais national, leurs hommes de main, et ceux-là exécutent leurs plans. Et on entend cela dans la déclaration de Rudolf Jarre, président devine fréquent. Le président était devenu trop arrogant, il voulait en faire à sa tête, et il fallait l'abattre. Maintenant, il y a quelque chose que Rudolf Jarre dit qu'il nous faut vérifier. Rudolf Jarre a dit, moi, en tant que employé de la DIA, je n'aurais jamais embarqué dans cette affaire si je n'avais la garantie que les États-Unis étaient derrière nous dans cette affaire. Waouh! C'est un dealer de drogue qui parle. Il faut prendre ces déclarations avec une pincette, peut-être même avec des pincettes. Il faut jamais considérer, n'est-ce pas, ces propos comme des vérités d'évangile, mais il y a deux choses qui vont, si vous voulez, étayer les dires de Rudolf Jarre. La première chose, c'est la nature même du politicien haïtien, la nature même de la plupart des Haïtiens. Ils vont jamais traverser une telle ligne sans s'assurer d'avoir le blanc derrière eux.
Donc, Rudolf Jarre et tous ses complices, ou toute cette équipe-là, toute cette équipe d'assassins, de comploteurs, de complices dans cette affaire n'auraient jamais fait ce pas s'ils n'avaient la complicité du blanc. Ça, c'est clair, les amis. Donc, en ceci, même s'il faudra être vigilant, être méfiant par rapport aux déclarations de ce dealer de drogue, connaissant les Haïtiens, personne n'oserait faire ce pas si on avait la garantie du département d'État. Et là, j'ai une preuve pour vous, les amis. Notre équipe technique a mis dans le descriptif de l'émission de ce matin un lien d'une vidéo YouTube. De quoi s'agit-il dans cette vidéo? Les amis, écoutez bien. Dans les jours qui ont précédé l'assassinat de Jovenel Moïse, une ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Madame Pamela White, je dois vous présenter Madame Pamela White, qui fut ambassadrice des États-Unis de 2012 à 2015. Madame Pamela White, c'était une ambassadrice des États-Unis pendant le régime de Michel Martelly, qui affichait clairement son fanatisme pour Michel Martelly. D'ailleurs, les mauvaises langues pensaient même que Madame copulait avec Michel Martelly. Et Madame n'a jamais démenti cela. Imaginez une ambassadrice qui se promet. Donc l'ambassadrice est censée représenter les intérêts du pays qui l'accrédite auprès du pays étranger, donc Haïti. Mais imaginez que Madame Pamela White se promet, les amis, avec les insignes du parti PHTK de Michel Martelly. Trouvez l'erreur. Une ambassadrice américaine qui est à Port-au-Prince, accréditée à Port-au-Prince comme ambassadrice, donc qui est là pour défendre les intérêts des États-Unis à Port-au-Prince, et qui se promenait avec son brassard rose, n'est-ce pas, à la main, exactement comme font les militants, les partisans du parti PHTK. Et nous étions plusieurs à penser que, oh là là, au-delà des intérêts politiques, au-delà de la convergence des intérêts politiques, ce serait pas impossible que Madame Pamela White copule avec, n'est-ce pas, ce grossier personnage qui est Michel Martelly. Alors, Madame Pamela White, qui fut ambassadrice d'Haïti de 2012 à 2015, dans les jours qui ont précédé l'assassinat de Jovenel Moïse, a répondu à une convocation, écoutez bien, du comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, sous l'administration Biden. Est-ce que vous entendez ça? Je vais prendre le temps de vous expliquer ce que vous allez voir dans cette vidéo. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc, le Congrès américain, donc la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, donc l'équivalent de la Chambre basse dans un autre système, avait une audition sur ce qu'il fallait faire avec le président Jovenel Moïse. Certains disaient que son mandat avait pris fin depuis le mois de février 2021. D'autres disaient que non, son mandat allait prendre fin le 7 février 2022. Et à chaque fois qu'on questionnait l'ambassade américaine en Haïti sur cette question de la fin de mandat, c'était un langage codé, c'était un langage sibyllin. D'un côté, l'ambassade donnait son accord au président Jovenel Moïse pour qu'il reste au pouvoir, autrement il ne serait pas resté au pouvoir. L'ambassade donnait son accord à Jovenel Moïse pour qu'il aille avec cette réforme de la Constitution, une réforme inconstitutionnelle et donc illégale. Et on entendait ce concert du Core Group, on entendait ce concert de l'Union européenne, on entendait ce concert, n'est-ce pas, de la représentante des Nations Unies en Haïti, Madame Lalim. Eh bien, ces gens-là semblaient donner leur accord à Jovenel Moïse pour rester au pouvoir. Mais ça, c'était l'apparence.
Dans les coulisses, le département d'État, dans les coulisses, l'administration Biden, dans les coulisses, n'est-ce pas, eh bien, la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, présidée par un démocrate, donc proche du président Biden, en avait plein le pompon avec ce Jovenel et il fallait se débarrasser de Jovenel d'une manière ou d'une autre. Écoutez bien. Alors là, le comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants convoque Madame Pamela White à une audition. La pandémie fait bien les choses parce que s'il n'y avait pas la pandémie, Madame Pamela White se serait rendue en personne à cette audience et vous et moi n'en saurions rien. Heureusement pour vous et moi, la pandémie s'installant, Madame Pamela White n'a pas pu se rendre en personne à cette audience. Elle a répondu aux questions du président de la Chambre des représentants par Zoom. Et quelqu'un a coulé ce Zoom dans la presse, les amis. Quelqu'un a coulé ce Zoom dans la presse et une chaîne de télé au Canada, n'est-ce pas, de Hill TV, a diffusé cette entrevue et nos collègues de cette télévision, n'est-ce pas, qui animent une émission qui s'appelle Rising, ont diffusé cet extrait tellement compromettant pour Pamela White. Et nous mettons ce lien de cette vidéo dans le descriptif de l'émission. Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants demande explicitement à Madame Pamela White qu'est-ce qu'il faut faire avec Jovenel Moïse. Elle reconnaît implicitement que le mandat de Jovenel Moïse finit au 7 février 2021. Donc vous comprenez, contrairement au discours officiel qui circulait, eh bien cette dame qui connaît bien Haïti, parce que probablement elle copulait avec Michel Martelly, en tout cas elle portait les insignes, n'est-ce pas, du PHTK, elle dit implicitement le mandat de Jovenel Moïse est terminé et de plus il est impopulaire, le peuple haïtien a perdu confiance en lui avec raison, c'est ce qu'elle a dit. Et maintenant on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire avec Jovenel Moïse. Elle a dit idéalement il faudrait qu'il démissionne. Et elle ajoute, cela n'arrivera pas. Jovenel Moïse ne voulait pas démissionner. En fait, je ne connais pas d'histoire récente de président haïtien qui démissionne comme ça. Une fois, le très, en tout cas, le très anarchiste, en tout cas, c'est pas un homme qui avait un sens d'État particulièrement poussé. L'ancien président René Préval, il était devenu très impopulaire, surtout dans la crise de cette affaire de nourriture. Et puis une fois, on lui a proposé de démissionner. On lui a proposé de partir par lui-même. Et dans un créole réflexif, il a dit démissionner ou fou. Un chef d'État ne démissionne pas. Et là, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince a dit, écoutez, l'idéal serait qu'il démissionne, mais il ne démissionnera pas. Et là, elle y va d'une proposition surprenante, une proposition codée. N'oublions pas que c'est une diplomate qui parle. Quand une diplomate parle, son vouloir dire est dans son dire. Elle a dit, il faut trouver une façon de isoler le président Jovenel Moïse, to put him aside, et de le remplacer par un premier ministre qui remplirait à la fois, n'est-ce pas, le rôle de premier ministre et de président, ce que Ariel Henry fait maintenant, et de mettre autour de lui un gouvernement pour aller en élection parce que cette affaire de transition, c'est une bêtise, it's a mess, c'est ce qu'elle a dit. Il faut trouver une façon de mettre à part, de mettre de côté, de mettre KO, de supprimer peut-être Jovenel Moïse et de le remplacer par un premier ministre. Et elle ajoute, on doit y aller avec l'option du premier ministre. Fin de cette entrevue. Les amis, dans les jours qui ont suivi cette entrevue, Madame Pamela White, ayant donné son opinion, donné son avis au président
de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, Jovenel Moïse, sous l'influence de ces mêmes États-Unis d'Amérique, va nommer le Premier ministre Ariel Henry, dont on dit qu'il connaissait un peu la politique, mais il n'avait pas fait trop de compromis. Après tout, il n'a été que le ministre, n'est-ce pas, de Michel Martelly, je pense, des Affaires sociales et de la Défense pendant quelque temps. Donc, il connaît un petit peu les rouages du pouvoir. Jovenel Moïse le nomme Premier ministre le 5 juillet. 2 jours plus tard, le 7 juillet, Jovenel Moïse a été assassiné. Retenez bien ce que je vous avais dit. En politique comme en histoire, il n'y a pas de coïncidence. Quelques jours après que Madame Pamela White suggère à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants du Congrès américain de mettre de côté, to put aside, n'est-ce pas, Jovenel Moïse va effectivement nommer un Premier ministre et 2 jours après la nomination de ce Premier ministre, dans le Moniteur, il est assassiné. Vous y voyez une simple coïncidence? Voyons donc, les amis. Voyons donc. Pourquoi je vous parle maintenant de cette entrevue de Pamela White? Encore une fois, je vous invite à regarder ce lien dans le descriptif de mon émission. C'est parce que et Rudolph Jarre et Félix Baggio et Antonio Palacio disent: nous n'aurions pas embarqué dans cette affaire si nous n'avions la garantie que les États-Unis d'Amérique étaient derrière nous. Et je vous ai dit que je ne connais aucun Haïtien qui eût entrepris un tel complot sans s'assurer que le véritable patron de la politique en Haïti, à savoir l'ambassadeur américain, est derrière lui. Personne ne ferait ça. Mais la deuxième preuve, le deuxième élément qui semblait étayer les propos de Rudolph Jarre, c'est cette entrevue, cette audience. C'est pas une entrevue que madame a donnée à un journaliste. Pamela White a été convoquée par le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants du Congrès américain en tant qu'ancienne diplomate accréditée à Port-au-Prince. Elle a dit: voici quant à moi la solution. On doit mettre de côté, isoler, supprimer. Tout ceci doit être dans le décodage de son langage, to put him aside, entendons le mettre KO, et le remplacer par un Premier ministre. Et vous notez que et Rudolph Jarre, et Baggio disent, et Palacios disent: écoutez, on nous avait demandé d'arrêter Jovenel Moïse, de le mettre dans un avion et de l'exiler, de le sortir du pays, n'est-ce pas, de l'exiler, et vraisemblablement de faire partie, n'est-ce pas, passer son exil comme une démission, comme on avait fait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Le président Jean-Bertrand Aristide, selon ses propres dires, n'avait jamais démissionné. On l'a kidnappé, on l'a sorti du pays et on a fait circuler une lettre bidon disant qu'il avait démissionné. C'est exactement cette scène-là qu'on voulait reprendre, n'est-ce pas, avec Jovenel Moïse. Et comme Pamela White l'avait dit, il n'accepterait jamais de resign, il n'accepterait jamais de démissionner ou de signer sa lettre, n'est-ce pas, de départ. Alors, on l'a achevé, suivant ainsi ce que Madame Pamela White semble avoir dit dans un langage codé de diplomate au président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants du Congrès américain. Les amis, il n'y a pas de hasard. Ce qui se fait en Haïti, là, c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été conçu, qui est entretenu par le grand patron, les États-Unis. Et tous les autres ne sont que des exécutants du plan. Et ils sont assez imbéciles de croire que lorsqu'ils auront fini d'arrêter ou de tuer le président, les États-Unis allaient les soutenir. Non, on va continuer à les arrêter. Et l'affaire, c'est que à chaque fois qu'ils vont dire que c'est les Américains qui nous ont demandé de faire ça, un juge ne va jamais les croire. À part nous,
qui devront analyser leurs déclarations et prouver qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'ils déclarent. Un juge américain n'écoutera jamais ça. C'est la parole d'un snitch, c'est la parole d'un trafiquant de drogue qui, pour éviter d'aller en prison, va prétendre, n'est-ce pas, qu'il a eu l'accord d'un représentant américain. Et s'il avait des preuves de cela, il finirait tout simplement assassiné. Les États-Unis d'Amérique sont impliqués jusqu'au cou dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à la CIA, il ne faut pas se fier au FBI. L'idéal serait que cette enquête-là soit une enquête internationale dans laquelle sont impliqués les Russes et les Chinois. Alors là, on aurait toute la vérité dans cette affaire. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Eh bien, un autre rapport est sorti cette semaine et c'est un rapport très compromettant pour le Premier ministre actuel. Rien d'étonnant pour nous qui suivons avec attention cette actualité. J'ai toujours dit que Ariel Henry était complice, qu'il était au courant, qu'il était informé. Il y a un rapport qui est sorti cette semaine et qui prouve que le soir même de l'assassinat, le Premier ministre recevait des appels l'informant, n'est-ce pas, presque minute en minute de ce qui se faisait jusqu'à ce que le rat, c'est le langage qu'ils ont utilisé, ait été abattu. Et lorsque le rat a été abattu, donc il fallait passer au plan B. Et c'est là où je dois vous parler de ce Félix Baggio qui est aussi un cerveau dans la mise en place de ce complot. C'est lui qui distribuait, n'est-ce pas, l'argent pour payer, si vous voulez, les gens qui étaient responsables de la sécurité du président. Et il était en contact régulier, en contact constant avec le Premier ministre qui prétend ne pas se souvenir, n'est-ce pas, de ce qu'il a dit à Baggio et de ce que Baggio lui a dit. Mais pire, les amis, c'est que ce Félix Baggio, qui est recherché, a rencontré jusqu'au mois d'octobre de cette année, notez que le président Jovenel Moïse a été assassiné en juillet. Juillet, n'est-ce pas, c'est le 7e mois. Et 2 mois plus tard, le Premier ministre et Félix Baggio se sont vus au moins 2 fois. Le Premier ministre, en sa qualité de Premier ministre, est le président du CSPN, donc le Conseil supérieur de la police nationale. Il est le président du Conseil supérieur de la police nationale, laquelle police a émis un mandat d'arrêt international contre Félix Baggio. Et ce Premier ministre a rencontré ce Félix Baggio 2 fois au mois d'octobre. Et tout ça se dit, tout ça s'écrit, tout ça se sait, et on continue à négocier avec le Premier ministre. Il nomme de nouveaux ministres. On est en train, n'est-ce pas, de conclure des accords avec lui, et comme pour se moquer de notre gueule, l'envoyé spécial des États-Unis à Port-au-Prince, Kenneth Merten, dont je vous avais parlé la semaine dernière, ce même Kenneth Merten qui nous avait entré dans la gorge le non-élu Michel Martelly, a recommandé aux signataires de l'accord Montana de s'asseoir avec Ariel Henry pour négocier un accord. Les États-Unis savent, parce que c'est eux qui ont placé Ariel Henry là, ils savent que Ariel Henry est impliqué jusqu'au cou dans l'assassinat de Jovenel Moïse, mais ils demandent aux signataires de l'accord Montana, et Kenneth Merten n'en a pas fait mystère, de s'asseoir avec lui pour négocier. Les amis, est-ce que vous notez
dans quel imbroglio les États-Unis nous plongent? Et est-ce que vous notez aussi comment nos politiciens, ceux qui veulent, n'est-ce pas, assurer cette soi-disant transition de rupture, n'ont pas la colonne vertébrale qu'il faut? D'abord, pourquoi s'asseoir avec l'ambassadeur américain? Pourquoi s'asseoir avec l'envoyé spécial des États-Unis pour un accord que l'on veut national? Depuis quand, dans les normes internationales, un ambassadeur d'une nation étrangère a-t-il le droit de s'asseoir à la table de nationaux qui négocient une porte de sortie nationale? Donc vous voyez que cette affaire d'accord Montana et les signataires commencent à nous énerver au possible là. Et l'envoyé spécial des États-Unis leur recommande de s'asseoir avec nul autre que l'assassin Ariel Henry pour trouver une sortie de crise. À bon entendeur, salut. Si vous voulez comprendre, vous avez de quoi comprendre. Si c'était de véritables nationalistes, de véritables patriotes, des gens verticaux, ils n'accepteraient pas de s'asseoir avec l'ambassadeur des États-Unis, avec l'envoyé spécial des États-Unis, tandis qu'ils négocient une sortie de crise nationale. Et dès lors que l'envoyé spécial des États-Unis, le menteur Kenneth Merten, leur aurait suggéré d'aller négocier avec Ariel Henry, ils devraient se lever spontanément parce qu'on ne négocie pas avec l'assassin pour une sortie de crise honorable. Alors, puisque ce qui a fait l'actualité ces jours-ci, c'est cet accord, suivez mon regard, qui a été trouvé entre les signataires de l'accord Montana et les signataires du PEN, regardons les amis ce qu'il y a dans ce soi-disant accord. Et on risque, n'est-ce pas, de trouver très loufoque ce soi-disant accord qui a été signé entre les tenants de Montana et les tenants du PEN, c'est-à-dire les hommes à Yuri la tortue. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous avais dit que les États-Unis allaient nous forcer à nous asseoir avec des gens non crédibles, avec des gens corrompus, des gens serviles, etc. Eh bien, c'est ce qu'ils ont réussi à faire cette semaine. Ils ont donc forcé les signataires de l'accord de Montana à s'asseoir avec les signataires du PEN. Le PEN, c'est l'un des accords qui était sur la table après l'assassinat de Jovenel Moïse. Et cet accord, n'est-ce pas, a été défendu du bec et des ongles par le très corrompu sénateur Yuri la tortue. Yuri la tortue qui négocie un accord de sortie. Vous y croyez, vous? Ce même Yuri la tortue qui, dès que les États-Unis voulaient avoir des élections, n'est-ce pas, l'année dernière, avait dit, écoutez, moi je ne suis plus pour une transition de rupture, ce qu'il avait défendu pendant les 3 dernières années, il faut y aller aux élections parce que c'est ce que décident les États-Unis. Ce même Yuri la tortue dont tout le monde sait, n'est-ce pas, qu'il est corrompu jusqu'aux os. Ce même Yuri la tortue, n'est-ce pas, qui utilise aussi, n'est-ce pas, des moyens aussi extrêmes que l'élimination de ses propres adversaires dans l'artibonite pour être élu. Lui, son accord voulait tout simplement imposer Joseph Lambert, un autre corrompu. Le sénateur du dernier tiers du Sénat, dont les États-Unis n'arrêtent pas de dire que c'est un trafiquant de drogue. C'est de là, Yuri la tortue et Joseph Lambert s'entendent comme larrons en foire. Or, dans le but de trouver, si vous voulez, un accord des accords, les États-Unis ont forcé les gens du Montana à s'asseoir avec l'équipe à Yuri la tortue pour produire un accord des accords. Et puis, ils applaudissent cet accord. Le Nouvelliste a titré, pour nous annoncer cet accord, un collège présidentiel de 5 membres et un premier ministre. Vous entendez ça? On est passé, c'est terrible. Ah, nous sommes de grands comédiens. Pour satisfaire tout le monde, les États-Unis ont mis sur la même table Yuri la tortue et sa bande,
les signataires de l'accord Montana. Et à quoi sont-ils parvenus, ces gens-là? Un accord pour une présidence à 5 têtes. Vraiment? Êtes-vous sérieux? Déjà, nous avons de la difficulté à gérer un pouvoir biarchique, à gérer un pouvoir bicéphale avec un président et un premier ministre. Là, vous signez un accord et que prévoit cet accord? Un collège présidentiel de 5 membres, en dessous duquel il y aurait un premier ministre. Êtes-vous sérieux, les amis? On dirait que tout ce que vous voulez, c'est de parvenir au pouvoir à n'importe quel prix. Vous nous avez créé un monstre à 5 têtes, à 6 têtes parce qu'il y aurait un collège présidentiel de 5 membres, donc il y aurait un pays avec 5 présidents. Êtes-vous fou? Comme l'aurait dit l'autre, n'est-ce pas? Êtes-vous devenu fou? Vous parvenez avec un accord et tout ce que cet accord dit, c'est qu'on va avoir un gouvernement, bon Dieu, un gouvernement exéphale, c'est-à-dire un gouvernement avec 6 têtes, 5 présidents et un premier ministre. Et il y a des gens qui se targuent d'être sérieux dans cet accord. Mais êtes-vous fous, quoi? Un gouvernement exéphale avec 5 présidents et un gouvernement. Donc ça fait 6 têtes. Mais pourquoi? Écoutez, d'où viendraient ces 5 présidents? Quel pays de fous. C'est pas la population qui est folle, c'est nos élites qui sont folles. Vous avez passé tous ces temps-là, vous avez passé tous ces mois-là à négocier pour nous pondre ce monstre à 6 têtes. Écoutez, donc, que prévoit c'est comique. Si c'était pas mon pays, j'en ferais une blague. Donc, le nouveau premier ministre du gouvernement de transition sera désigné par les mécanismes suivants. Donc, on va d'accord voir d'où vient, n'est-ce pas, d'où viendront les 5 présidents. Après plusieurs rounds de négociations, les membres de l'accord de Montana et du protocole d'entente nationale, le truc à Yuri la tortue, la patente à Yuri la tortue, le PEN, se sont mis d'accord mardi dernier, le 11 janvier 2022, n'oublions pas, à l'instigation des États-Unis, parce que l'envoyé spécial avait dit aux gars de Montana d'aller, aux gars et aux femmes, d'aller s'asseoir avec Ariel Henry et de trouver donc un accord des accords. Et bien là, il nous trouve un consensus politique. Que produit ce consensus politique? Un collège présidentiel à 5 membres. Donc, vous aurez une présidence avec 5 présidents. Et un premier ministre et en plus un cabinet. Donc, tout le monde joint. C'est le genre de structure où tout le monde veut avoir un poste ministériel ou bien veut placer son propre homme dans un ministère ou veut placer, n'est-ce pas, sa propre femme dans une direction générale. Donc, pour satisfaire tout le monde, on va avoir 5 présidents, un premier ministre et un cabinet. Mais n'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte? Depuis 200 ans, tout ce que vous faites, c'est de négocier des postes et vous le faites sans tenir compte des revendications réelles et profondes de la population haïtienne. D'où viendront les 5 présidents? Selon les critères, alors chacune des 3 structures différentes, donc l'accord du Montana, le protocole PEN et le gouvernement en place, donc le gouvernement d'Ariel Henry, parce que c'est ce que voulaient les États-Unis, chacune de ces structures-là va nommer un président. Les gens de Montana vont nommer un président, la bande à Yuri la tortue, le corrompu, va nommer un président, la bande à Ariel Henry, l'assassin, va nommer un président, donc ça fait 3 présidents, donc il reste 2 autres présidents. Nouveau, bonne nouvelle. Toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout
en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Et les deux autres présidents vont être nommés par des organisations importantes de la société civile. Mon œil, comment vous allez justifier ces organisations importantes de la société civile? Un collège à 5 présidents, un monstre à 5 têtes, un collège hexaphale, n'est-ce pas? On va l'appeler ainsi. Une tête qui viendra, n'est-ce pas, de Montana, une deuxième tête qui viendra de Montana, une autre tête qui viendra, n'est-ce pas, du Penn, ça fera 3, et 2 autres têtes qui vont être nommées par les organisations de la société civile. Putain, qu'est-ce que vous êtes méprisable. En dessous de ce collège à 5 présidents, il y aura donc un premier ministre qui va nommer un gouvernement. Et là, tout le monde y joint, sans peuple là. Mais pire, le fameux Conseil national de transition qui, selon l'accord du Montana, devait choisir le président, devait choisir le premier ministre, désormais va se constituer en organe de contrôle. Donc, il va remplir ce fameux rôle que, dans un pays sérieux, le Parlement remplit. Ce fameux rôle qu'un Parlement joue. Mais là, on n'est pas sorti de la merde parce que, vous l'avez vu, lundi dernier, le dernier tiers du Sénat a été confirmé dans sa légitimité et son mandat a été prolongé jusqu'au 2e lundi de 2023. Donc, vous avez déjà un organe de contrôle avec Lambert et sa bande. Là, imaginez, si on enlève Patrice Dumont, une gang de trafiquants de drogue. Et c'est ce que vous appelez des accords. Et puis le pire, ils vont être sur tous les créneaux, ils vont être sur toutes les plateformes, ils vont être dans tous les médias en train de défendre ce monstre-là. Un collège présidentiel à 5 têtes. Mais bon Dieu, pourquoi n'avez-vous pas réinventé le bouton à 5 trous là, tout simplement? Un collège présidentiel à 5 têtes. Depuis quand l'haïtien était-il à ce point consensuel qu'il peut diriger avec 4 autres présidents? La véritable motivation, là, les amis, je vais vous l'avouer, la véritable motivation, c'est que tout cela qui se retrouvaient, n'est-ce pas, dans l'opposition pendant les 10 dernières années et qui n'iront pas en élection, voient dans cette structure de présidence à 5 têtes, plus un premier ministre, plus un gouvernement, n'est-ce pas, l'opportunité pour eux de s'enrichir, l'opportunité pour eux de se trouver une job, et puis ils s'en foutent vraiment de l'avenir du pays. Et j'en veux pour preuve les priorités de cet accord. Regardons maintenant les priorités de cet accord. Selon ce foutu accord, ce satané accord entre le Montana et le Penn, eh bien, les priorités de cette transition de rupture vont être le renforcement de la sécurité publique pour lutter contre l'insécurité et le crime organisé. Et vous faites ça avec Yuri la Tortue et Ariel Henry. Vous sérieux? Moi, le peu de respect que j'avais, au début, j'avais beaucoup de respect pour les gens de Montana. Mais là, avec ce que vous venez de faire là, vous venez de perdre tout mon respect. Je vous le dis là. Votre priorité première, c'est de régler, de renforcer la sécurité publique et de combattre les crimes organisés. Vous faites ça avec la bande à Yuri la Tortue. Posez la question à n'importe quelle personne de l'Artibonite qui est moindrement informée en matière politique. Cette personne-là va vous dire, celui qui ose affronter
Dans une joute électorale, Yuri la Tortue, il est menacé de mort parce que Yuri la Tortue utilise justement des tactiques d'intimidation armée contre ses adversaires. Et c'est avec lui que vous allez combattre l'insécurité. Voyons donc, les amis. Vous voulez combattre l'insécurité et les crimes organisés avec la bande à Ariel Henry. Donc, précisément, les membres du PHTK qui utilisent les gangs armés pour faire justement des traitements de choc. Ils veulent réorganiser les finances publiques. Bon Dieu, et moi je suis le Père Noël là-dedans. Comment vous allez faire ça? Autre priorité, ils vont organiser une conférence souveraine. Ils vont réformer le système d'identification nationale et le système électoral pour l'organisation des élections dans 2 ans. Alors là, je ne vous parle plus. Un pays qui est à ce point à terre, un pays qui est devenu un narco-État, un pays qui est aux mains de Félix Baggio, un pays qui est aux mains de Jar Rudolph, un pays qui est aux mains de Kiko Saint-Rémy, donc des trafiquants de drogue. Vous dites, on va régler le problème de l'insécurité, régler le problème des bandes organisées, régler le problème, n'est-ce pas, des problèmes de finances publiques et faire des élections dans 2 ans. Êtes-vous sérieux? En 2 ans, vous pouvez faire ça? Ou bien vous allez profiter tout simplement des 24 mois pour vous enrichir? Vous notez que cet accord-là ne parle pas du procès Petro-Caribé. Vous notez ça, les amis? Comme je vous dis là, les élites haïtiennes, il faut les déchouquer. Les élites haïtiennes, il faut s'en débarrasser. J'ai parlé de ces 3 verrous. Le hold-up politique, le hold-up du savoir, le hold-up des avoirs. Vous notez que c'est le hold-up politique qui se poursuit. La bande à Yuri la Tortue, la bande à Lambert, qui ont concocté l'accord du PEN, ont été convoqués à la même table que l'accord, les signataires de l'accord Montana. Ils maintiennent leur hold-up politique. Ils disent, écoutez, nous allons faire un collège présidentiel à 5 têtes. En dessous du collège présidentiel à 5 têtes, il y aura un premier ministre, ensuite un cabinet ministériel réduit, c'est normal parce que nous avons une présidence à 5 têtes. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons régler le problème de sécurité, nous allons régler le problème des finances publiques. En attendant, nous allons continuer à voler et nous allons, c'est quoi leur foutue 3e priorité, n'est-ce pas? Nous allons régler le problème de carte d'identité et nous irons en élection en 2 ans. Bande de traîtres. Le même hold-up politique qui se poursuit et le même hold-up des avoirs, parce que tout ce qui se fait là, c'est pour s'enrichir, les amis. Suivez bien, si cet accord-là a un avenir, suivez bien le portefeuille de ceux qui vont être dans ce collège présidentiel à 5 têtes ou dans ce cabinet ministériel. Vous allez voir, ils vont tous devenir plus riches. Ou ceux qui étaient au chômage vont devenir rapidement riches. Et cet accord a, si vous voulez, l'approbation de Joseph Lambert. Joseph Lambert se frotte les mains et je vous le dis là, si cet accord-là se met en place, Joseph Lambert va être l'un des 5 présidents parce que c'est le vœu secret de Yuri la Tortue. C'est l'accord que ces 2 voleurs-là ont eu. Je vais mettre sur pied un accord qui s'appelle PEN. Et que veut le PEN? On va mettre Joseph Lambert comme président. Puisqu'on ne le voulait pas seul comme président, on va mettre à côté de lui 4 autres voleurs de président. Aïe, aïe, aïe. Ce pays-là n'aura pas d'avenir aussi longtemps que les États-Unis ont la main mise sur nos affaires. Ce pays-là n'aura pas d'avenir aussi longtemps qu'on a ces mêmes foutus politiciens. Vous notez que c'est du pareil au même? Lorsque le président Jean-Bertrand Aristide a été kidnappé par les Américains, renversé par la bande à 184 sociétés civiles, et qu'on a eu ce gouvernement de transition avec Gérard Latortue pendant 2 ans, quelle réforme a-t-on opéré? On nous a tout simplement imposé un René Préval pour faire oublier.
pour faire oublier, n'est-ce pas, Jean-Bertrand Aristide. Vous notez que les Américains continuent de nous traiter de la même manière. Les Américains ne changent pas de paradigme. Ils disent, écoutez, les politiciens haïtiens, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un peu d'argent, c'est avoir leur petit tour de ministre. Eh bien, on va créer un collège présidentiel à 5 têtes, un premier ministre et un cabinet ministériel. Chacun va voler, va devenir riche, et là, nous, on va mettre des élections. Si vous étiez sérieux, votre première priorité aurait été de réaliser le procès Petro-Caribé pour trouver les 6 milliards de dollars qui ont été volés par les divers gouvernements depuis René Préval, en passant par Michel Martelly, en passant par Josler Meuprivert et, n'est-ce pas, Jovenel Moïse. Mais là, vous ne parlez pas de Petro-Caribé. Si vous étiez sérieux, vous auriez inscrit dans votre priorité, n'est-ce pas, de faire la lumière et toute la lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse grâce à une commission d'enquête, vérité, justice et réconciliation. Ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'être au pouvoir pour vous enrichir pendant 2 ans et nous organiser des élections bidons. Bande de traîtres. Ce pays-là, Haïti, n'aura d'avenir que lorsqu'il se sera débarrassé de l'influence des États-Unis et de cette bande de politiciens les plus kleptomanes que les autres. Quand on est sérieux, on fait le constat que ce pays-là est à terre et qu'il faut reconstruire ce pays en tenant compte, n'est-ce pas, des chantiers fondamentaux que voici. Je n'arrêterai pas d'en parler. Peu importe, n'est-ce pas, la formule qu'on va utiliser, il faudra considérer ces chantiers-là. Conférence nationale, pour décider ensemble, mais vraiment ensemble, du type de régime, du type de système, le design politique du pays. Il faut revoir le système éducatif haïtien qui produit ces foutus politiciens de merde. Il faut, n'est-ce pas, revoir le système de justice haïtien. On n'en parle pas là-dedans. Il faut, n'est-ce pas, concevoir de nouvelles règles pour encadrer les pratiques bancaires qui sont des pratiques mafieuses. Car si on n'a pas accès au crédit dans un pays, il n'y aura pas de développement. Il faut le procès Petro-Caribé, il faut revoir le système de santé publique, il faut une nouvelle gouvernance dans ce pays, il faut revoir la question de la gestion du territoire. Regardez, tremblement de terre après tremblement de terre, c'est toujours les mêmes catastrophes humaines. Revoir la fonction publique et la chancellerie haïtienne. Il y en a marre de ces diplomates qu'on nomme qui n'ont absolument aucune compétence parce qu'ils sont les petits amis, les cousins ou les femmes sous-côté, n'est-ce pas, des politiciens haïtiens. Il faut institutionnaliser la diaspora. De ces 5 présidents, on dit il faut qu'il y ait au moins une femme là-dedans. Et dans ce Conseil national de transition qui deviendra si vous voulez, un organe de contrôle, on réserve 3 places aux membres de la diaspora. Il faut concevoir une doctrine de la sécurité publique. Haïti est devenu un narco-État. Il faut faire une commission justice, vérité et réconciliation sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et sur les autres. Il faut un inventaire de nos ressources nationales, de nos ressources naturelles. Les États-Unis, n'est-ce pas, nous précipitent dans des chaos avec le Canada et la France parce qu'entre-temps, il y a des entreprises canadiennes et américaines qui sont en train de piller nos sous-sols de toutes leurs ressources. Et il faut une politique de revitalisation de l'économie et de la création d'emplois. On ne voit rien de tout cela dans ce foutu accord à 5 têtes. Un accord hexaphale. Tout le monde joigne, tout le monde pour le voler, tout le monde pour le vivre riche. Et puis peuple a vivre pauvre chaque jour. J'espère vous avoir été utile. Si vous voulez poursuivre la réflexion, lisez mon livre sur Haïti. Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. Et si on recommençait, vous le trouverez sur Amazon.ca ou bien sur mon site www.jeanfilsaimé.com. Merci d'avoir été là. On garde le moral, car tant que le moral va, tout va. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.
je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.